Good Morning Business, le débrief de la matinale. Le débrief de la matinale ce matin avec Jean-François Robin, directeur de la recherche chez Natixis CIB, Dominique Carlac, présidente de DNC Consultant, Pierre-René Lemas, président de France Active et Jean-Philippe Cartier, président de H8 Invest. On essaie de savoir ce matin quelle est l'ambiance du côté des chefs d'entreprise, du milieu des affaires. Jean-Philippe Cartier, franchement, vous n'êtes pas dans une forme... Je suis dans une parfaite forme parce que voilà, c'est ma nature. Mais après, oui, non, franchement, vous avez l'air déprimé. On en parlait pendant la pause. Oui, c'est une période complexe d'imaginer un Rassemblement national au pouvoir. À cela, vous rajoutez peut-être 120 députés ou je ne sais pas combien de gauche. On a vu comment en un quart d'heure Glucksmann avait baissé son pantalon hier, alors que c'était aussi un rempart quelque part à la NUPES, enfin à LFI. Maintenant, tout le monde est aligné, tout le monde est copain. D'imaginer cette Assemblée nationale dans 3 semaines rend un petit peu... voilà. Pour autant, il reste encore 15 jours, 3 semaines. Il y a eu des erreurs, il faut aussi écouter aussi les gens, parce qu'on en parlait tout à l'heure entre les deux. On vit dans un pays aussi où tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Il y a aussi des souffrances, il faut un petit peu écouter les gens. Pour autant, je n'abdique pas et je considère que sur la partie économique, qui est celle qui nous réunit ce matin, on n'a pas trop à se plaindre. Je pense que les Français, les entrepreneurs, je vous raconte cette anecdote que j'étais à un dîner la semaine dernière avec un entrepreneur qui est assez souvent reçu ici, dont je tairai le nom, et qui a dit « je ne voterai pas Macron, c'est fini, je l'aime plus, je supporte plus ». Je peux entendre qu'il y a un désamour pour Macron, qu'il peut y avoir des côtés un petit peu complexes. Pour autant, il y a une forme de manque de mémoire et voilà. Je pense que nous, les entrepreneurs, on n'a pas été les plus mal lotis. Je pense que la France se porte bien. On a vu de choses France, on a vu les investissements, on a vu l'IS baisser à 25%. On a un pays quand même dynamique. On a eu le Covid, on a été traité comme personne à travers le monde. Mais vous voulez dire que les entrepreneurs n'ont pas assez soutenu le gouvernement actuel ? Je pense qu'en tous les cas, je fais partie des entrepreneurs français qui est autodidacte et qui a réussi en France. Et je considère que depuis les dernières années, je ne m'en suis pas non plus sorti si mal que cela. Je n'ai pas décidé d'aller vivre en Belgique, pas décidé d'aller vivre en Suisse, et j'ai gardé mes investissements. J'ai d'ailleurs un très gros projet qui ouvre dans 15 jours et je continue d'investir dans mon pays. Donc c'est un pays dans lequel j'ai décidé de rester, dans lequel je suis fier et heureux de rester. Donc je continuerai de débattre cela. Et oui, c'est certain qu'une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas envie que le RN soit au pouvoir dans mon pays. Pour autant, il y a des sujets à régler et peut-être que demain, un entrepreneur serait peut-être mieux à la tête de l'État pour se faire comprendre de tous. Dominique Carlac, la question de la fin de la politique de l'offre, c'est ce qui fait peur à l'ensemble du milieu des affaires, le fait que la France ne soit plus business friendly. Ça, quand même, ça fait faire des cauchemars. Oui, parce qu'en fait, ça fait quand même des années qu'on a une politique de l'offre. Quand on regarde depuis 2017, il y a quand même eu 2 millions d'emplois qui ont été créés. Manifestement, la création d'emplois ne paye pas pour une politique, puisque ça a été assez cinglant dimanche. La politique de l'offre, quand on est dans une logique de dette colossale, 110% du PIB, qu'on a vraiment des défis colossaux sur le plan numérique, sur le plan écologique, sur le plan de la défense nationale, on se dit qu'effectivement, la politique de l'offre, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, demain, c'est clair qu'à partir de demain et à partir d'aujourd'hui, concernant les programmes, ça va être de la fête de la démagogie. C'est-à-dire qu'on avait déjà à peu près estimé... De tous côtés, parce qu'il y a 3 semaines... On avait déjà estimé le programme du RN pour les élections présidentielles de 2022. C'était catastrophique, parce que dans la mesure où si vous voulez baisser à la fois la TVA, rabaisser l'âge de la retraite, ça, on paye comment ? Donc, il faut comprendre effectivement la colère des Français qui ont porté les suffrages à ce niveau-là. Simplement, est-ce qu'on met une balle dans notre camp, enfin un but contre notre camp, quand on voit que cette politique a quand même créé de l'emploi sur un pays qui était dans un chômage endémique antérieurement ? Pierre-René Lemas, est-ce que vous en voulez à Macron d'avoir décidé une dissolution ? D'abord, j'arrive pas à comprendre. Je pense que Macron, au fond de lui-même, se dit « je vais gagner ». Je pense pas du tout qu'il a un raisonnement cynique. Il l'a évidemment un peu, mais enfin, il y a cette idée-là. Non, moi, ce qui me stupéfie, ce qui me désole, ce qui m'inquiète, c'est au fond, il n'y a plus de repères. Il n'y a plus de repères. Macron décide de dissoudre quelque part, il se dissout lui-même, la gauche est en morceaux, et quand elle s'unit, c'est autour de thèses que la moitié de la gauche n'approuve pas, notamment avec le boulet que constituent les LFistes, et puis, donc c'est tout à fait étrange, le Front National, au fond, grimpe, la droite est à la ramasse, avec un score qui est quand même inférieur cette fois-ci au score que la droite a connu en 2019. Donc il y a une espèce de perte de repère de l'ensemble de la classe politique. Il suffit d'imaginer une seconde, pour les plus anciens, les réactions de l'opinion publique il y a 20 ans.
L'idée que le Front National, puisqu'il s'appelait comme ça à l'époque, vienne au pouvoir, les gens étaient dans la rue, Chirac est élu à 82% contre le représentant de ce parti, et aujourd'hui on est dans un autre univers, c'est-à-dire un univers où on se dit, bon alors quelle va être la politique de M. Bardella, qui va être ministre de l'économie et des finances, est-ce que le programme est raisonnable? Bon, moi je trouve ça assez concernant, et j'arrive pas à comprendre les ressorts d'une décision aussi imprévisible, aussi étonnante. Voilà. Par ailleurs, quand même, la situation de la France économiquement est dans l'ensemble plutôt convenable. La situation des finances publiques est catastrophique. Et quoi qu'on en dise, une bonne partie de l'opinion n'en peut plus en termes de pouvoir d'achat. Je parle des plus modestes, hein. Je parle pas de la hausse moyenne du pouvoir d'achat qui est à peu près convenable. Mais si vous enlevez l'immobilier et si vous enlevez les couches supérieures de la société, prenez les salariés, la hausse du pouvoir d'achat est plutôt une baisse du pouvoir d'achat. Donc on a bien une situation de mal-être et de mal-vivre auquel ce gouvernement n'a pas répondu. Voilà. J'espère que la société civile participera à la réponse. Léo Dumas nous donnera dans un instant les contours du programme du Rassemblement National. Juste Jean-François Robin, les marchés détestent l'incertitude. Il y a Moody's là, qui a encore dit ce matin qu'ils étaient en train de regarder la situation de près et que c'était pas joyeux. On a eu un écart de taux entre l'Allemagne et la France hier qui est quasiment historique. C'est assez rare de voir l'écart de taux entre la France et l'Allemagne dépasser les 55 C'est la points de troisième base. fois, je crois, historiquement. On l'avait vu pendant le Covid, on l'avait vu pendant la grande... Voilà, on avait eu des choses bien pires que ça, mais la dernière fois on avait vu ça, justement, c'est quand on avait un risque de Marine Le Pen au deuxième tour, et là, l'écart de taux était monté à près de 80 points de base. Ça parle peut-être pas aux gens, hein, mais ça veut dire que clairement, aujourd'hui, ça va devenir très très vite le premier budget de l'État, ça va être de payer les intérêts aux créanciers de la France. Il faut encore bien que tout le monde comprenne que la France emprunte 300 milliards d'euros par an, et donc elle ne vit que parce qu'elle a des créanciers. Et pour avoir des créanciers, ils lui font confiance parce qu'ils pensent qu'ils vont être remboursés. Et c'est ça qui inquiète un petit peu, c'est que tout le programme du Rassemblement National, qui est quand même maintenant à l'issue de ces élections, il y a une probabilité qu'il y ait un gouvernement Bardella assez forte, je pense quand même, compte tenu justement de l'éclatement des alternatives. Et donc il faut se poser la question, c'est que le programme du Rassemblement National est quand même plus risqué vis-à-vis de la zone euro que ne l'est bien évidemment celui de Gabriel Attal, etc. Léo va nous donner les contours de ce qu'on connaît aujourd'hui du programme du Rassemblement National sur le plan économique. Alors la priorité affichée, en tout cas par le RN, c'est le soutien au pouvoir d'achat, et pour cela, le parti d'extrême droite propose d'exonérer de cotisations sociales les entreprises qui augmentent les salaires jusqu'à 10%. En plus de ça, il veut baisser la fiscalité sur le carburant et appliquer une TVA à 0% sur une centaine de produits de première nécessité. Sur les sujets commerciaux, le parti de Marine Le Pen se caractérise par sa doctrine protectionniste. Il souhaite sortir des accords de libre-échange. Sur l'agriculture notamment, il entend détricoter certains éléments du Green Deal européen avec dans son viseur l'interdiction des voitures thermiques en 2035. Enfin, le Rassemblement National compte aussi revenir sur la réforme des retraites et exonérer les jeunes d'impôts sur le revenu, des mesures aussi ruineuses qu'injustes, dénonçait Thomas Cazenave, le ministre des Comptes publics, il y a quelques semaines. Il chiffre ce programme à 100 milliards d'euros de déficit supplémentaire chaque année. On va parler des mesures fiscales sur les entreprises, mais juste avant, Jean-François Robin, il y a des mesures sur le pouvoir d'achat, comme on disait tout à l'heure, notamment sur la question de la TVA. Là, on prend le plus large, donc la TVA, tout le monde la paye, hein, donc on n'est plus du tout dans les mesures ciblées. Alors oui, et puis moi je pense que c'est la pire des choses à faire si on veut être justement redistributif, c'est la TVA. Hein. Puis alors là, passer de TVA sur les biens de première nécessité à la 5,5 pour beaucoup, le coût pour les finances publiques, déjà, c'est plus de 45 milliards d'euros. Hein. Le problème de la TVA, c'est évidemment que tout le monde, les biens de première nécessité, par définition, tout le monde les consomme. Donc en fait, il n'y a pas plus inégalitaire que de baisser une taxe sur des biens que tout le monde va consommer. Donc il n'y a pas du tout de pouvoir redistributif. Au contraire, vous profitez plutôt aux personnes les plus riches de ça, puisque tout le monde les consomme. Encore une fois, vous ne pouvez pas cibler ça sur les moins riches. Donc je pense que c'est hyper coûteux, typiquement, et très peu redistributif. Jean-Philippe Cartier, dans le programme vis-à-vis des PME, il y a cette idée au Rassemblement National qu'on est contre les grosses entreprises, mais qu'il faut défendre les petites, notamment en changeant la fiscalité. C'est un peu la politique du RN. Il y a les gros, il y a les méchants, il y a les petits, il y a les gentils. Non, méchants. Je résume, mais en fait, ce que tout le monde oublie, c'est que, même si on est encore une fois sur une chaîne vocation économique, les gens n'ont pas voté dans la logique économique. Les gens ont voté pour l'insécurité, l'immigration, pouvoir d'achat.
Point barre. Moi, j'ai quand même parlé avec plein de gens, comme vous tous autour de la table. Les gens ont voté pour cette raison. La partie économique, on l'a pour la première fois complètement oubliée. On ne s'est pas posé des questions. On sait pas. Personne ne connaît le programme. Là, on en parle ici parce qu'on est chez vous. Personne ne le connaît. Après, la réalité. C'est pour ça qu'il faut nous écouter. Non mais, ce qu'on fait tous les jours, on se déplace même pour vous parler. Je suis juste en train de vous dire qu'aujourd'hui, on est en train de donner potentiellement le pouvoir à un gamin de 27 ans. Vous me direz, on l'avait donné à un de 35 ans qui a que les Biden, qui ne sont que des purs produits politiques. On est encore en train d'aller complètement à côté de la plaque. Et la seule chose que je dis sur votre programme, c'est encore une fois, regardons les résultats économiques de la France, regardons ce qui a été fait. Je ne parle pas de toute la partie qui a été ratée. Il y a toute une partie ratée. Ok, sécurité. Tout le monde est d'accord là-dessus. Il faut la revoir. Il faut qu'en moins de 15 jours, en 3 semaines, le gouvernement repositionne une forme de programme efficace qui réponde aux besoins et aux problématiques des Français. Il y a 3-4 sujets clés, il faut y répondre. À force de le faire du en même temps et de ne pas écouter, de ne pas comprendre, bien placé vous en parler parce qu'il m'arrive de discuter avec certains, on arrive exactement à ce résultat. Donc il y a des responsabilités, ce sont des erreurs graves. Voilà, de communication, d'explication, il va falloir écouter un certain nombre de gens. Les gens, ils mettent des warnings, là on est au warning maximal. Et dans nos affaires, c'est vraiment pas une bonne nouvelle, et c'est pas une bonne nouvelle pour la France et sa position mondiale, clairement. Dominique Kerlac. Quand on avait analysé au MEDEF un peu à un moment donné les raisons du chômage un peu structurel, malgré le fait que les entrepreneurs cherchaient à embaucher et ne trouvaient pas embaucher, il y avait 2 sujets majeurs qui ressortaient, c'était le logement et les transports. Ça préoccupait les gens qui disaient moi, c'est un frein à prendre une activité si je ne suis pas en capacité de me loger et si je ne suis pas en capacité de mettre de l'essence dans ma voiture. Donc ça, c'est des sujets clés. Alors, pardon Dominique, mais tout part de l'essence. Si on revient à l'histoire, ça revient des gilets jaunes. Tout part de l'essence. Là où on en est là, part de là. Il ne faut quand même pas l'oublier. Donc effectivement, il faut maintenir la politique de l'offre néanmoins pour quand même avoir cette capacité à créer de l'emploi et aller vers le plein emploi. Mais effectivement, il y a des choses structurelles sur le fond à faire. Nous, on l'a dit à maintes reprises, la crise de l'immobilier, la crise de logement, c'est un sujet qui touche à la fois les Français et à la fois les entrepreneurs, notamment. Sujet maltraité par le gouvernement, clairement mal appréhendé le logement quand même. Après, l'équation budgétaire, on la connaît. Il faut 70 milliards d'euros d'ici 2027 pour retrouver une certaine forme d'équilibre. Donc, effectivement, il y a eu des choix de fait. Manifestement, il faut faire d'autres choix. On a 2 exemples de politique d'extrême droite avec Giorgia Meloni en Italie et Javier Milei en Argentine. Ils sont sur 2 voies complètement différentes. Il y en a un qui fait ce qu'il a dit et l'autre qui a changé. Il y en a un qui est dans un ultralibéralisme et il y aura probablement beaucoup de casse sociale à travers ça. Et puis, il y a Giorgia Meloni qui, finalement, pour rester dans l'Europe et bénéficier de la présence dans l'Europe, a un petit peu rectifié le tir. Donc, en définitive, ça n'est qu'un choix politique et qu'effectivement, il faut dans les 3 semaines qui viennent dire qu'est-ce qu'on peut faire pour les Français avec des politiques raisonnables. Donc, il faut 4 priorités, nous disait Jean-Philippe Perronnet. Un sur les marchés. Il ne faut jamais oublier que les marchés, de toute façon, ils suivent. Donc là, ils sont inquiets, c'est normal. Je vous rappelle, on ils anticipent. Peut-être oublié ça à l'époque de Chirac, ils avaient tous anticipé une super victoire de la majorité sortante. Ils n'avaient pas du tout anticipé Jospin. Ça a été. Non, mais ils font pas les élections non plus. Enfin, c'était quand même une dissolution. Donc je m'affole pas trop. C'était ceux pour qui ils votent. Non, mais ce que je veux dire, c'est que anticiper une dissolution, faut être là, pas facile. Non, je parle pas d'anticiper une dissolution. Je veux dire anticiper les résultats des élections. Après la dissolution Chirac. Tous les marchés étaient dans une seule direction. Chirac va gagner, personne n'attendait Jospin. Donc moi, le côté prédictif des marchés, j'y crois pas beaucoup. Non mais c'est juste, ils ont la trouille en fait, Pierre-René là. Non, c'est ça, ils ont la trouille. Ils ont la trouille, ils sont inquiets, ils savent pas. Bon, après, sur les programmes, à nouveau on a 3 semaines. Le Front National, une des caractéristiques de son programme, c'est qu'il peut dire absolument ce qu'il veut. Il y aura une partie de l'opinion qui va dire c'est formidable, pouvoir d'achat, etc. Et une partie de l'opinion qui va dire mais non, c'est pas si grave, regardez Mélanie. Regardez Mélanie. Donc ils vont annoncer des choses, mais c'est pas la même après. Donc le principe de réalité fera qu'ils reviendront à des positions plus raisonnables. C'est dire à quel point le rôle du programme est minime. Macron et la majorité sortante, elle peut pas se contenter de dire je continue dans la bonne direction, qui a eu des résultats formidables. C'est pas possible. Il va bien falloir qu'ils annoncent quelques mesures autres que la fin de vie. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Quel est le projet de la nouvelle majorité qui se présente au suffrage ? Franchement, j'en sais rien. Mais si l'un des éléments du projet, c'est le maintien, par exemple, de la réforme du chômage... Ce qui pour l'instant est le cas. Parce que c'est la seule réforme qui pour l'instant reste dans le programme. À mon avis, c'est plutôt... Voilà. Non seulement ça reste dans le programme, mais ça devrait être maintenu aujourd'hui. C'est plutôt mal parti. 2 minutes 14 précisément, donc il faut vous partager le
le temps, tous les deux. 2 remarques. On fait souvent le parallèle avec Mélanie, mais Mélanie, c'est quand même un petit peu différent. Elle avait une forte majorité. Elle a été conseillée par Mario Draghi, et c'est un peu comme si elle nommait Benoît Cœuré en ministre de l'économie et des finances. Ça rassurerait tout le monde, quoi. Ça me semble pas être le cas. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est que la plupart, quand vous regardez le programme du Rassemblement national, y compris les mesures d'ailleurs avec l'impact fiscal, tout ce que propose le Rassemblement national va quand même complètement à l'encontre des traités européens, puisque là, on serait encore plus à l'encontre des règles des finances publiques, mais que ce soit pour la politique agricole commune, c'est contre l'Union européenne, contre le traité, que ce soit sur l'immigration, que ce soit sur l'énergie. Oui, donc même là, il y a une tout ça va contre les traités. Et juste un petit truc sur l'énergie, là, une seconde, prenons juste une seconde. Si on n'avait pas eu le marché européen d'électricité, on aurait eu des coupures d'électricité toute la journée en Europe en 2022. On était, souvenez-vous... Parce qu'on nous amène aussi de l'énergie. Mais bien sûr, en 2022, on était le principal importateur d'électricité. Et pourquoi c'est intéressant? Quand on exporte, ça rapporte beaucoup d'argent. Et voilà, non, mais juste pour finir. Pourquoi on était importateur d'électricité? Vous aviez 32 centrales nucléaires sur 56 qui étaient en panne. Donc on peut tout miser sur le nucléaire, mais des fois ça ne marche pas. Et donc on était obligé d'importer. Et l'année dernière, qu'est-ce qui s'est passé? Laissez-moi 15 secondes pour On était le principal, pardon. L'année dernière, on était le principal exportateur d'électricité. Donc attention, c'est quand même pas mauvais. Jean-Philippe, vous avez 30 bonnes secondes. Non, mais j'ai 30 bonnes secondes, je vous en prie, c'était tout à fait remarquable. Je suis un peu dépité comme tout le monde. Je considère une fois encore que des messages doivent être entendus, des erreurs ont été clairement commises par le gouvernement, et je pense que on doit se ressaisir et réfléchir. J'ai pas envie d'une majorité, enfin d'une Assemblée nationale, comme j'ai dit, avec 120 LFI, 230 RN. J'ai pas envie de ça pour mon pays. Je pense que personne autour de la table en a envie. Et je pense que les entrepreneurs ont leur part de responsabilité pour venir parler, pour évoquer les choses. On est quand même dans un pays où tout ne va pas si mal. Il faut aussi voir les choses positivement, mais il faut que le gouvernement donne 2-3 messages extrêmement forts, sinon il faudra que d'autres... Merci à tous les 4 d'être venus débriefer avec moi l'actualité économique et politique du jour. Dans un instant, les experts, et bien sûr sur BFM Business, on vous reparle du dossier Atos. C'est Layani qui a gagné, c'est l'information de la matinale. Si vous voulez en savoir plus, direction bfmbusiness.fr. Je vous dis à demain, bonne journée.